Pour cette 10e perle, je vais m'attaquer à un gros morceau. Que dis-je un gros morceau? Carrément un monument. Je ne vous présente plus Laurent autoproclamé terre-à-terre, pour qui, par toute une gymnastique intellectuelle déconseillée aux amateurs, la présence de la vie sur ladite terre est la preuve de la non-sphéricité de cette dernière. Il y a quelques semaines, notre ami a encore fait fort, ni plus ni moins que de prétendre reproduire l'expérience de Bedford. Alors pour les néophytes en matière de platisme, l'expérience de Bedford, ou plutôt les expériences de Bedford, c'est une série d'observations menées entre 1838 et 1849 par Samuel Robotham, qu'on peut considérer comme le papa du platisme moderne. Ces expériences, menées sur le canal de Bedford en Angleterre, visaient à démontrer que des objets situés à 6000, autrement dit 9 km 656 mètres de l'observateur, restaient visibles de ce dernier. Et ce, même lorsque la hauteur de l'objet et celle du regard de l'observateur se situaient au ras de l'eau. Ce qui, théoriquement, invalide la courbure de la Terre et confirme que notre bonne vieille planète est donc aussi plate qu'une British apple pie. Sauf que ces expériences comportent un défaut majeur. En effet, Robotham n'a pas tenu compte d'un phénomène pourtant bien connu déjà à l'époque, la réfraction atmosphérique. Sans entrer dans les détails, la différence de température entre l'eau et l'air peut dévier les rayons lumineux, ce qui a notamment pour effet de faire entre guillemets réapparaître au regard des objets pourtant situés au-delà de la ligne d'horizon. En 1870, Alfred Russel Wallace, naturaliste anglais déjà bien connu à l'époque, décide de mener une expérience similaire au même endroit, cette fois-ci en tenant compte des effets de la réfraction atmosphérique. Sa conclusion est sans appel, il y a bel et bien une courbure, la Terre est ronde. Cela va d'ailleurs entraîner quelques frictions avec un certain John Hampden, qui avait parié le contraire pour une coquette somme d'argent, mais c'est une autre histoire. Revenons donc à notre ami. Dans sa vidéo, Laurent ne se sert pas de la Old Bedford River, mais du canal du Rhône à Sète. Et en guise d'objet situé entre guillemets au ras de l'eau, de la tour de Constance à Aigues-Mortes. Alors là, ça tombe bien. Même si c'est situé très loin de chez moi, c'est une région que je connais plutôt bien, pour être parti en vacances dans le Gard un nombre incalculable de fois rien que ces 20 dernières années. Les 2 photos que vous voyez ici sont d'ailleurs de votre serviteur, je les ai prises lors de ma dernière excursion en Camargue en août 2020. Le choix du canal est pertinent. En effet, entre Galician et Aigues-Mortes, celui-ci présente une section rectiligne de près de 10 km de long, ce qui le rend tout à fait comparable à la Old Bedford River de l'expérience de Robotham. En outre, le paysage camarguais comporte très peu de relief, ce qui facilite encore davantage la visibilité des objets observés, même sur de longues distances. Mais place à la vidéo. On commence donc par une brève présentation des lieux sous forme de cartes puis de photos aériennes. On situe quelques points de repère lointains, sans grand rapport avec l'expérience. Ah, First Bridge. Il s'agit du pont des Touradons, à un peu moins de 8 km de la tour de Constance. Second Bridge. Cette fois-ci, c'est le pont de la route départementale 58, juste après la division du canal en 2 branches. Nous sommes à un petit peu moins de 3 km de la tour. Third Bridge. Ce pont-ci est dans la ville même, à 238 mètres de la tour. Laurent explique ensuite le protocole de l'expérience. Sur cette portion du canal du Rhône à Sète, le point d'observation est situé en aval du port de Galician, la tour de Constance à Aigues-Mortes étant la cible. Bien que l'objet et l'étude de cette observation concernent tous les éléments du décor, dock, péniche, tout autre bateau et bien sûr le canal lui-même. Distance de cette portion, 9 km 660 ou 6000, exactement la même que celle de l'expérience de Bedford par Samuel Robotham au XIXe siècle. S'ensuit une série de photos de la ville et plus particulièrement de la tour en elle-même, comme pour enfoncer le clou. Stop, on revient en arrière et on met sur pause. Parenthèse. La tour, on ne la verra jamais en entier en fait. Elle sera toujours en partie cachée par des éléments du décor. Pour pallier ce problème, j'ai récupéré une aquarelle représentant une coupe nord-sud de la tour, réalisée en 1891 par l'architecte Sainte-Anne Auguste Lousier. À partir de ça, j'ai réalisé un petit empilement de cylindres et autres formes en 3D pour reconstituer la silhouette de la tour, certes de manière grossière, mais en respectant les proportions du pied à la lanterne. Parlons-en des proportions. D'après les informations que j'ai pu trouver en recoupant un maximum de sources, 22 mètres de diamètre, également 22 mètres en hauteur pour la terrasse, et 33 mètres de hauteur pour la lanterne. Vous apprendrez également que ces murs font 6 mètres d'épaisseur à la base, et qu'en plus de servir de phare, elle a longtemps servi de prison pour des femmes ayant refusé d'abjurer la foi protestante après la révocation de l'édit de Nantes. Cela dit, même si l'intérêt historique du monument est indéniable, il n'a malheureusement que peu d'utilité ici. Notons que la base de la tour ne se situe absolument pas au niveau de l'eau, ça aura son importance par la suite. Fin de la parenthèse.
Reprenons donc la vidéo en y superposant mon petit montage aussi souvent que possible. Remarque, sur mon dessin, la tour n'est pas orientée de la même façon que sur les photos. Vous verrez donc 2 fois la tourelle de la lanterne. Nous voilà donc au pont des Touradons. Faut remarquer que la distance indiquée par Laurent est exacte, une rigueur qui est tout à son honneur. Espérons que ça durera. Changement de point d'observation, nous sommes sur le pont de la D58. Nouveau point d'observation apparemment situé au début de la section rectiligne du canal. Me voilà obligé de m'en remettre à la bonne foi de Laurent concernant les photos qui vont suivre, car il n'y a pas de données Street View à cet endroit. Et je me vois mal parcourir 950 km uniquement pour vérifier que les photos ont bel et bien été prises de là. Les distances indiquées correspondent à celles que je mesure sur la carte, donc a priori ça colle. On notera que ces photos ne sont plus prises depuis le haut d'un pont, mais depuis le chemin qui borde le canal. Nous y reviendrons. Le pont des Touradons se trouve à 1700 mètres de là, et la bouillie de pixels à l'arrière-plan est bien la tour de Constance. Pour enfoncer le clou dans on ne sait pas trop bien quoi au juste, Laurent présente ensuite une photo prise depuis le pont de Franquevaux à 15 km 400 de la tour. Encore une fois, après vérification, les distances annoncées sont rigoureusement exactes. On saluera donc la rigueur et l'honnêteté intellectuelle de Laurent. Par contre, j'ai quand même l'impression que la base de la tour s'enfonce légèrement sous la ligne d'horizon. Mais c'est difficile à vérifier avec tous ces arbres, et ça reste léger. Et puis la Camargue, même si c'est très peu accidenté, ça n'est pas totalement plat non plus. Ensuite, accrochez vos ceintures, inversion de l'azimut. Voici donc une vue du canal dans l'autre sens depuis la terrasse de la tour, soit à 22 mètres de la base, hauteur à laquelle il faut additionner celle de l'appareil photo par rapport au pied du photographe, disons 23,6 mètres. De là, on voit sans problème toute la section rectiligne du canal. Zoom sur le pont de la N58, et on distingue, en très flou, le pont des Touradons à l'arrière-plan. Pause. Pour ce qui va suivre, Laurent utilise un outil en ligne dont il ne donne absolument aucune référence, donc déjà, carton jaune. Tu avais fait preuve de rigueur et de transparence jusqu'ici, Laurent. Un tel écart est donc extrêmement décevant de ta part. Mais comme je ne partais pas de rien non plus, j'ai fini par retrouver l'outil en question. Il s'agit d'un calculateur de courbure terrestre, créé par le Suisse Walter Blissins. Si vous êtes abonné à la chaîne du Defecator, ce nom vous est peut-être familier. Un autre outil de sa création est mentionné dans la vidéo intitulée « La Terre est plate, c'est toi t'es rond ». Notons que Blissins n'est pas platiste pour un sou, et est parfaitement au fait des limites du modèle de la Terre plate. Cela ne l'empêche pas de tenter de reproduire les calculs relatifs au modèle platiste, quitte à tordre parfois le cou à certaines lois de la physique. Sur ce point-là, je vais être plus rigoureux que Laurent, vous trouverez les références du blog de Blissins et de son calculateur de courbure en description. Le blog est en anglais et en allemand. Revenons à la vidéo. Laurent décide de placer une cible de 33 mètres de haut, soit la hauteur de la lanterne de la tour, à une distance de 9 km et 660 mètres. Il place le point d'observation à une hauteur de 24 mètres, en précisant qu'il s'agit de la hauteur de l'appareil photo d'un observateur situé sur la terrasse de la tour. C'est un petit peu plus que les 23,6 mètres que j'ai estimé plus tôt, mais pourquoi pas. Sans surprise, la cible apparaît dans son entièreté. Mais il n'y a rien qui vous chiffonne ? Personnellement, je ne comprends pas comment un photographe placé sur la terrasse de la tour de Constance pourrait observer le sommet de cette même tour à 9660 mètres de distance. Si encore cela correspondait à la hauteur de l'un des points d'observation cités précédemment, ça collerait, mais ce n'est pas le cas. Dans les dernières secondes de sa vidéo, Laurent change la hauteur du point d'observation en le situant cette fois-ci à 50 cm du sol. Alors désolé Laurent, mais aucune de tes photos n'a été prise de cette hauteur. Si tu fais allusion à la photo prise au bord de l'eau, un coup d'œil suffit à voir que l'objectif de l'appareil se situait au moins à hauteur d'homme. Ou alors la cycliste sur la droite est vraiment toute petite. Mais ce n'est pas tout. Laurent semble satisfait du fait que selon son calculateur, l'horizon ne masque absolument rien de la tour. Alors comme dirait l'un de mes compatriotes, on vérifie. Allons-y. Hauteur de l'observateur, 50 cm. Distance, 9660 mètres. Taille de l'objet, 33 mètres. Oh bah tiens, c'est curieux, de mon côté j'ai presque 4 mètres masqués par l'horizon. Que s'est-il passé ? Je mets les deux images, celle de Laurent et la mienne, en vis-à-vis. Mettez donc la vidéo sur pause. Vous l'avez ? Bah oui.
Laurent et moi n'utilisons en réalité pas le même modèle. Moi j'ai coché la case Globe, tandis que Laurent a coché la case FE pour Flat Earth. Laurent, ce n'est pas bien de ne pas le préciser. Carton rouge. Tenez, regardez, le site permet même d'afficher les deux modèles simultanément. Alors qui a raison, Laurent ou moi? Parce qu'on conviendra que sa photo, quand bien même elle serait prise à 50 cm du sol, et je doute très fortement que ce soit le cas, elle ne permet pas de répondre à cette question. La tour n'y apparaît que sous la forme d'un agglomérat de pixels flous, impossible de déterminer si on l'y voit en entier ou en partie masqué par l'horizon. Quant aux autres photos, elles ont toutes été prises depuis des ponts qui enjambent le canal, soit aux alentours de 5 ou 6 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Évidemment, ce ne sont que des approximations basées sur les photos. Même si j'ai déjà traversé au moins 2 de ces 3 ponts à plusieurs reprises, cela remonte à des années et je n'avais pas songé à m'y arrêter pour en mesurer la hauteur. En passant, ces données, ce n'est pas à moi de les fournir, c'est à Laurent. Carton noir. Restons donc sur nos estimations de ponts placés à 5 mètres au-dessus de l'eau et voyons voir quelle portion de la tour disparaît sous l'horizon en tenant compte de la courbure terrestre cette fois-ci. Ah, avant de commencer, les 33 mètres de la tour c'est au-dessus du sol, pas au-dessus du niveau de l'eau. Et la hauteur du sol, elle n'est pas constante. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup de relief en Camargue, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas du tout. 5 mètres pour le pont donc, auquel il faut ajouter, disons, 1,60 m pour la hauteur de l'objectif. Et encore, personnellement je mesure 1,82 m, mais donnons une chance supplémentaire à Laurent en revoyant les mesures à la baisse. Fixons donc la hauteur de vue à 6,60 m. Pont de la D58, 3 km, tour entièrement visible. Suivant. Pont des Touradons, 8 km. Rebelote, elle apparaît toujours en entier. Suivant. Pont de Franquevaux, 15 km 400. Ah, cette fois c'est 3 mètres de la tour qui sont passés sous l'horizon. Difficile à vérifier sur la photo avec tous ces arbres et le léger relief à l'avant-plan. De toute façon, à cette distance, même à moins de 2 mètres du sol, la tour se verrait encore. Forcément, elle fait 33 mètres de haut. Qu'en conclure? Que l'expérience de Laurent n'a en définitive que peu de points communs avec celle du canal de Bedford pour commencer. Je le rappelle, Robotham observait à longue distance des cibles de petite taille situées à peine au-dessus du niveau de l'eau. Laurent cible quant à lui un monument gigantesque qui se voit sans peine à l'œil nu à plus de 15 km. Là où les deux se rejoignent, outre la longueur de la portion du canal, c'est par leur aspect bâclé sous une rigueur purement de façade et par le fait qu'elle ne prouve strictement rien. Bref, Laurent, avec la tour de Constance, tu auras tout de même montré une chose, l'inconstance de ton honnêteté intellectuelle.